est-ce que vous pouvez illustrer comment les conseils centraux des universités se saisissent des attendus? Est-ce que toute la réflexion est au niveau des VP et des présidents d'université? Pour l'instant, oui. D'accord. Et même pas. Je dirais que pour l'instant, c'est au niveau de la conférence des doyens des UFR. D'accord. Là, Christian parlait des attendus. Ils ont été produits par la conférence des doyens des UFR STAPS. D'accord, la C3D. Voilà, qui a produit ces attendus. Ça va être la même chose pour en sciences, en lettres. Donc aujourd'hui, je dirais les enseignants, même dans les UFR, etc., sont complètement dessaisis de toute... C'est assez mélangé parce que c'est aussi effectivement... en fait, il n'y aura pas de cadrage national d'attendus, si c'est ça la question. Non. Les infos que j'ai de manière officielle... Vous voyez qu'il y avait un minimum. Oui, il y aura un minimum. Il y a un minimum au niveau national et puis après... Non, mais le cadrage, ça va être du genre, il faut que vous dites ce que vous faites. Ça, c'est cadré, quoi. Non, mais c'est un cadrage dans la façon de faire, c'est pas un cadrage dans le contenu. Non, il n'y a rien. Non, le cadrage national... Vous êtes sûr? Moi, il me semble que dans le projet de loi, c'était... Non, dans le projet de loi, il y aura un cadrage national. Dans le projet de loi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou alors dans les discours au CSE, de la alors le TCR, j'y suis, il me semble bien, enfin il me semblait, moi j'avais compris comme toi. Non, à la DGSIP, quand on interroge de manière précise, on va dire, la DGSIP, le cadrage, il est là de manière formelle pour dire que les choses doivent être faites, mais il n'y a pas de cadrage en termes de contenu. Ça, non, ça serait trop embêtant parce que les cours sont trop. Et sur les recrutements des directeurs d'études, est-ce que ça se met en place? C'est quand on fait faire des heures sup à des enseignants? C'est trop tôt pour l'instant. Trop tôt. Puis ça serait par grand champ disciplinaire, alors là, c'est pour l'instant, on ne sait pas. C'est trop tôt, ça arrive vite. Hein. Oui. Aujourd'hui, à notre connaissance, ce n'est pas encore fait par établissement. En plus, les grands champs, pour l'instant, on ne les connaît pas. Et est-ce que c'est sur une région académique? Est-ce que c'est sur un établissement? Est-ce que c'est sur toute l'Aquitaine ou juste la Picardie? Enfin, on sait pas. Justement, c'est ça aussi quand les directeurs du FR posaient la question. Mais en face, il n'y avait pas de réponse. Du coup, ça les a un petit peu embêtés, les directeurs. Ils n'ont pas de réponse. Donc nous non plus. Donc en effet, la communauté commence un petit peu à s'impatienter face à toutes ces incertitudes et ce travail aussi supplémentaire pour l'instant qui n'est absolument pas pris en compte. Moi j'aimerais bien que cette année ce soit pas, j'allais dire, la génération crash test. Oui. Mais pourquoi les étudiants eux-mêmes ne bougent pas? Ils sont passés eux. Les étudiants ils sont déjà à l'université. Donc pour eux, c'est dur de mobiliser. C'est dur de mobiliser. Voilà. Il faudrait plus que ce soit les lycéens. Et pour l'instant, les lycéens, pareil, ils sont un peu dans l'expectative pour savoir comment est-ce qu'ils vont être mangés. Ils sont un peu comme leurs enseignants. A priori, on nous a dit dans un premier temps que ça ne changeait rien. Il n'y a pas si longtemps, on a été reçu au ministère, au cabinet, et on a posé la question justement de la fiche à venir, et on nous a dit « Oh mais vous inquiétez pas, vous ferez comme avant ». C'est-à-dire que vous remplirez comme vous remplissiez pour les CPGE ou les BTS. Sauf que la grosse différence, c'est que les CPGE et les BTS, c'est sur des formations qui sont dans les lycées, hein, c'est l'éducation nationale. Donc, en plus, il y a des services partagés, voilà, c'est pas du tout la même appréhension. Et puis, on s'aperçoit vite qu'en fait, que c'est pas le cas, puisqu'il y a ces foutus attendus. Et on découvre dans le dossier de presse et dans le Vadémécom que les attendus, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bulletins trimestriels, moi j'ai vu ça. Les 5 bulletins trimestriels première et 2 premiers trimestres de terminale. C'est bien sûr l'avis de la fiche à venir, qui est consultative. L'avis posé par le chef d'établissement après synthèse des profs principaux établis sur le travail de l'ensemble de l'équipe, auquel peut s'ajouter un cadrage local des attendus, à savoir lettre de motivation, engagement associatif, engagement sportif, BAFA, bref, on ne sait pas. Donc c'est vraiment le flou, quoi. Le flou et l'usine à gaz. Le flou, l'usine à gaz, la bureaucratie. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une logique bureaucratique, mais pour masquer tout simplement un retour au passé. Moi, je me souviens encore de ces tonnes de dossiers vous savez, quand il y a très longtemps, j'allais dire presque à notre époque, où on remplissait nos dossiers pour les formations sélectives.
et les dossiers passaient de formation de classe prépa en classe prépa, et où les classes prépa prenaient les meilleurs dossiers. En fait, c'est ça, sauf qu'il y a une plateforme, j'allais dire pour faire moderne, mais la logique qui est derrière, c'est une logique à l'ancienne, une logique de dossier où il y a un tri qui s'opère, sur la base de ce qui se faisait avant, à savoir que certaines formations vont se prendre les meilleurs dossiers et les autres iront les autres. Le système de la CGPE est étendu, vous dites, à la fac. Le système des filières sélectives, sur le papier, est étendu à toutes les formations, si vous regardez le projet de loi, à partir du moment où la capacité d'accueil est insuffisante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un nombre de candidats, c'est le projet de loi, hein, là je ne fais même pas de... À partir du moment où le nombre de candidats excède la capacité d'accueil qui est fixée a priori par un recteur, moi je ne sais pas comment ça va pouvoir s'opérer, parce qu'il y a aussi une contrainte de locaux, moi j'ai entendu aussi dans les facultés. Et validé par un recteur. Et validé par un recteur. La courroie au CNESER, enfin la courroie c'est quand même pas le SNESUP, hein. La courroie elle a quand même prédit au CNESER que toutes les formations de la région parisienne sont en tension en septembre 2018. C'est la courroie qui affirme ça. Quand on écoute la courroie dit ça, bon, on se dit, tiens, on a peut-être pas que... Voilà. Dans les textes, il n'y a pas que les filières en tension, le mot filière en tension n'existe pas, c'est vraiment le principe, nombre de candidats supérieur à la capacité d'accueil. Après, vous opérez votre tri et vous prenez les meilleurs classés, vous laissez ceux qui ne sont pas classés. Sur Nantais, il y a 59 postes vacants, mais de recruter que 18 postes. Il y aura tellement de demandes. Et sur les PNR, est-ce qu'il y aura des parcours adaptés pour... Non, est-ce qu'on donnera cette réponse dans la mesure où ils sont globalement tous bons pour réussir Ah oui, s'il y a suffisamment de oui, il n'y aura pas de Je veux dire, c'est ça, le flux qui veut rentrer, c'est ça, il y a bien ça qui correspond. C'est ça. On sait les chiffres, c'était combien? Il y a un sur deux là qui a été tiré au sort cette année. 16 000 pour 33 000, je crois qu'il y a. Mais d'abord, cette situation-là existait déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des universités qui avaient proposé des parcours de remédiation avec des modules, tout un tas de choses. C'est déjà existant, ça, hein, avec peu de moyens, mais c'est déjà existant. À Grenoble, donc des oui-si, oui, il y en aura probablement. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Il y a aucune raison qu'il n'y en ait pas en STAPS, hein, compte tenu de voilà. Mais bon, mais ces parcours de remédiation, à Grenoble, quand ils l'avaient fait, c'était les meilleurs qui s'y inscrivaient. Oui, mais ça, c'est un phénomène. C'était optionnel. Ça, c'est l'argument, c'est pour expliquer. Donc, du coup, ça sera plus optionnel. Donc, du coup, voilà, c'est comme les vacances, c'est donc, du coup, autant le proposer à tous et l'inclure dans la maquette. Bien sûr. Voilà. Donc, on a une proposition à faire pour le faire pour les semaines à venir. Oui. Donc, deux, trois petits trucs, c'est qu'effectivement, un truc qu'il faut rappeler, les services civiques sont payés en dessous du seuil de pauvreté. Première chose. Les services civiques sont rémunérés en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc déjà, c'est une première chose. Là, petite info sur l'université de Nanterre. Juste pourquoi 600 €. En fait, le fait de remplacer des COPSI par des services civiques, ou de faire travailler des services civiques pour faire un travail d'orientation dans les lycées, on va les payer donc en dessous de celui de pauvreté. Vous parlez des étudiants qui vont par exemple qui seront en service civique. Qui seront en service civique, donc payés en dessous du seuil de pauvreté. Bon, ça, voilà, les sources, c'est par l'étudiante, donc c'est 600 €. À Nanterre, l'université de Nanterre, il y a 59 postes de maître de compte vacants en 2018. Pour 2018, il n'y aura que 18 postes publiés. C'est-à-dire qu'on ne met pas d'enseignants, on ne met pas de compte, on ne met pas de compte dans les étudiants. Et pour les PR, c'est 40 PR vacants, il n'y aura que 13 recrutements. Et les seuls où ça colle, c'est second degré, où il y a 9 postes vacants, avec des recrutés 9 second degré. Donc en fait, la recherche, second degré, Prague, les PRC, certifiés. Ils ont recruté que 9. Ouais, donc ils en ont besoin de 9, ils en prennent 9. Ça veut dire que pas de recherche, enfin tout l'aspect recherche, il y a ça aussi qui est lié, chaque université c'est aussi la recherche, tout ça. Donc nous en termes d'action, on envoie une lettre à tous les parents. Aux lycéens et à leurs parents. Voilà, donc on a fait une lettre aux lycéens et aux parents, qui sera une lettre fédérale, auquel s'associent d'autres syndicats de la FSU, donc le SNEP, le SNUEP. Comment vous allez vous adresser? Alors en fait, dans les lycées, il y a les conseils de vie lycéens.
Donc déjà, il y a ça, donc on peut diffuser au travers de ça. Il y a des conseils de classe qui vont arriver, donc on va pouvoir les envoyer au conseil de classe. Je crois que le SNES a fait voter un projet de motion de CA pour donner, voilà. Donc on peut, il y a les fédérations parents d'élèves, donc voilà, FCPE, PEP, qui nous suivent et qui sont plus attentives à ce qu'on dit depuis quelques temps. La PEP, non, mais voilà, mais on a le droit de leur parler aussi. Et quand on leur propose de discuter, et quand ils vont voir effectivement à un moment donné, au-delà de tout clivage politique ou autre chose, quand on voit dans quelles situations vont être leurs enfants, là je pense que les parents vont se dire ah c'est pas juste parce que moi je travaille ici dans tel lycée, mon gamin est dans tel lycée, du coup il va se retrouver bloqué parce que le classement des lycées va rentrer en ligne de compte pour trier les étudiants. Est-ce que un bachelier qui a un lycéen qui a 4 de moyenne à Henri IV, c'est le même 4 qu'à Aulnay-sous-Bois au lycée Boileau? Grande question. Donc du coup, le déterminisme social, géographique, il va jouer à plein. Là, je pense que ça peut peut-être réveiller quelques consciences, on va dire ça comme ça. Donc on va s'adresser à tous les parents et aux bacheliers pour leur expliquer un petit peu que cette année, ça va être une génération sacrifiée. Claire l'a dit, effectivement, crash test. Bah oui, en fait, les bébés 2000, hein, les parents ils ont fait la fête il y a 18 ans, mais là, du coup, maintenant, c'est les gamins qui trinquent. Donc, alors ça, c'est pas vraiment rigolo. Ouais, je suis un peu, des fois... ouais. Et par contre, ce qui est quand même aberrant, c'est que pour fêter les 50 ans de 1068, on fait une rentrée 2018 à l'université avec la sélection, quoi. Donc là aussi, ça fait un drôle d'anniversaire, quoi. Alors, je ne sais pas comment ont vécu, enfin ceux qui étaient en 1068, qui étaient dans la rue, je ne sais pas comment ils vont vivre ça à la rentrée 2018, quoi. En tout cas, ça ne sera pas eux, ce sera leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc là, on est sur un temps long maintenant en termes d'action. Donc demain, effectivement, on va avoir le projet de loi définitif, parce qu'effectivement, même les collègues VP qui devaient appliquer ça, enfin, qui donnaient l'information dans les universités, eux-mêmes n'avaient pas toutes les informations techniques. Donc en fait, là, on est dans un petit peu un brouillard, dans le sens où on n'a pas les infos, mais vraiment pas, et ça bouge tous les jours. Donc demain, on en saura plus. Vous avez le texte? Ah non, mais même je crois que le texte il bouge encore. Hein. Non, je crois que le texte il bouge encore. Je sais pas, on ne le donne pas. Non, on l'a pas. J'ai la dernière version du CSE. Oui, mais ça va changer. Et déjà en au PSR, ils avaient intégré des amendements du CSE, mais qui nous ont pas tous, ils n'ont pas de nouvelle version. Normalement, voilà, donc au PSR, on a quand même aussi à gagner quelques petits trucs. Donc un article qui permettrait de faire un suivi, mais ça, on en avait parlé dans une... On avait fait je ne sais pas si on avait communiqué dessus. Enfin, bref, dans le projet de loi, devrait être adopté un article 7 qui permettrait au CNESER de faire un suivi de cette mise en œuvre, sachant que selon Castaldi, cet article ne passerait pas le Conseil d'État parce que ce serait juridiquement pas tenable. Moi, je ne suis pas juriste. Qui c'est qui vous a dit ça? Castaldi. Mais c'est plus un argument d'autorité qu'un argument juridique. Et donc, toujours est-il qu'il a pris l'engagement devant le CNESER qu'il y aurait une présentation de la mise en œuvre année par année, à la rentrée, à chaque rentrée, devant le CNESER. C'est un engagement. De même que la ministre a pris l'engagement devant le CNESER de faire en sorte que l'amendement proposé par la SNESUP, auquel s'était relié l'UNEF et PDE, sur l'année de césure, le droit aux bourses pendant l'année de césure, qui était supprimé. Enfin, voilà, donc basé sur une circulaire qui existait, nous on a proposé que l'accès aux bourses soit maintenu pendant l'année de césure suite à une discussion avec l'équipe pédagogie. Enfin, il faut que ça rentre dans un cadre d'études, hein, bien sûr. La ministre s'est engagée à faire en sorte que ce soit validé dans l'article. Sous quelle forme, dans quel contenu, on n'en sait rien. L'idée a été retenue. Est-ce que l'application nous conviendra? On ne sait pas. Cette fameuse année de césure, c'est une année de césure une fois que les études ont commencé ou avant de rentrer à la fac? Elle pourrait même commencer dès l'inscription. Donc la gap year, parce qu'ils appellent les Anglais, ça c'est la gap year, c'est ça. Mais on peut aussi faire une année de césure, par exemple, après la deuxième entre la L2 et la L3. Voilà. Mais ça, c'était pas autorisé jusqu'à présent? On ne pouvait pas faire d'année de césure? Si, mais pas tout de suite, pas la première année. Pas la première année, pas en post-bac, d'accord. Voilà. Mais c'était une circulaire. C'était ça, l'argument, juridiquement, c'était un peu... Pour être très clair, cette année de césure, je vous le dis, elle est même proposée dans les fiches dialogues du premier trimestre là, en terminale. Ce qui est quand même un peu... Vous imaginez, vous êtes en train de voir avec un élève ce qu'il souhaite faire. Alors ça peut arriver effectivement qu'il y ait des élèves qui ont des projets de départ à l'étranger comme ça.
Voilà, mais il est fort à parier que parfois cette année de césure, elle soit pensée comme une solution d'attente, en attendant de la place par exemple, dans une formation. Ça peut être aussi envisagé comme ça. Hein. Quels arguments vous allez donner dans votre lettre à vos parents Alors, vous allez donner là des choses plus concrètes qui peuvent toucher. On explique ce qu'on vous explique. Ce que je vous vous ai allez leur dit. dire que vous êtes une génération sacrifiée, etc. Oui, tout à fait. Oui. Qu'on ferme l'accès à l'entrée à l'ESR aux générations 2000. Oui. C'est ça le projet du gouvernement. Voilà. Et que la sélection, c'est pas de l'orientation, c'est de l'exclusion. Voilà. Il faut essayer de déconstruire un petit peu le discours, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit. Donc vous voulez vraiment en fait qu'ils se révoltent, quoi, qu'ils descendent. Non, mais qu'ils soient informés sur le projet qu'on leur propose. Après, s'ils sont libres, hein, je veux dire de... Et on met l'accent aussi sur la nouvelle plateforme, qui est donc un outil majeur de, finalement, une forme de dissuasion. C'est une logique de dissuasion, parce que tous les élèves qui vont attendre jusqu'au mois de septembre pour avoir une affectation, quand on leur proposera autre chose à l'autre bout de l'académie, je ne suis pas certaine qu'ils aient envie dans ces conditions-là de poursuivre des études. C'est-à-dire que parce que ce sera forcément les élèves les plus fragiles qui seront en quelque sorte laissés en plan, forcément, dans cette logique de tri. Sur dossier, on voit bien, qui reflète souvent d'ailleurs la hiérarchie sociale. Et bien souvent, ce sont des élèves qui ne seront pas, pour des raisons économiques, en situation d'aller à l'autre bout de l'académie pour une formation qui aurait pu éventuellement effectivement les intéresser. Mais c'est pas les quelques, je crois qu'il est proposé 1 000 € supplémentaires, une sorte de prime à la mobilité. Très honnêtement, quand on sait que ce que peut coûter l'installation d'un jeune avec un appartement, un logement... Voilà, sans compter aussi le phénomène de frontières dans la tête que beaucoup de jeunes de milieux plus défavorisés ont. Ils ne s'autorisent pas à penser, j'allais dire, le déplacement. C'est compliqué.